j'espère que vous aussi, qu'elles aient lieu et qu'elles aient lieu donc dans des conditions avec le plus de sécurité possible évidemment, mais qu'elles aient lieu, c'est je pense le principal. Nous sommes réunis pour débattre d'un sujet d'actualité, mais qui est aussi un sujet d'histoire. Faut-il déboulonner nos statuts? Pourquoi déboulonne-t-on les statuts? Peut-être serait nous permettrait de plonger plus profondément dans l'histoire. Je voulais d'abord dire que je remplace un peu au pied levé Sonia Fork de Libération, qui est cas contact, donc elle ne peut pas sortir de chez elle. Moi je ne suis plus à Libération, donc j'y ai été pendant quelques années comme rédacteur en chef des pages culture. C'est d'ailleurs un moment, il y a maintenant assez longtemps, il y a 18 ans exactement, je ne sais pas si Maurice tu t'en souviens, on avait mis en place ce partenariat entre les rendez-vous de l'histoire et Libération. Donc il continue, je voulais juste dire que j'étais ravi que ça continue. Donc même si en tant que historien spécialiste de la Révolution, j'ai croisé évidemment autour des problématiques du vandalisme ces questions d'iconoclasme et de rapport à la représentation et au statut, de rapport violent à la représentation et à la statuaire publique. Je ne suis pas spécialiste de cette question, donc je vais essentiellement passer la parole. Donc, je voulais quand même évidemment introduire le débat et présenter les intervenants. Donc, depuis quelque temps, vous en avez tous conscience, c'est dans l'actualité, comme on dit, aux États-Unis, en Angleterre, en France, des statuts liés souvent en ce moment à l'histoire de l'esclavage sont dégradés ou déboulonnés et qui sont le symptôme d'un malaise mémoriel. Donc c'est pour discuter de ça, partir peut-être de cela que nous sommes réunis ici, pour comprendre comment cette actualité, elle est aussi, elle fait partie d'une longue histoire de l'iconoclasme, la pulsion de briser la représentation de l'autre, de briser les statuts. Alors pour parler de cette question, sont réunis autour de moi à ma droite Anne Lafont, qui est directrice d'études à l'école des études en sciences sociales, sur un poste libellé Histoire de l'art et créolité, et qui a publié, je ne donne qu'une publication parmi d'autres, mais qui concerne évidemment notre sujet, l'art et la race, l'Africain contre l'Africain tout contre l'œil des Lumières, aux presses du réel en 2019. Emmanuel Furex, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université de Paris-Est Créteil, donc qui s'est, je dirais, révélé aux yeux du public amateur d'histoire il y a une dizaine d'années, en 2009, avec La France des larmes, mort et politique et à l'âge romantique, et qui a publié sous sa direction un Iconoclasme et révolution de 1789 à nos jours. Et à ma gauche, donc Maurice Sartre, professeur émérite d'histoire ancienne à l'université de Tours, qui est un membre fondateur des rendez-vous de l'histoire et qui a publié sur ce sujet plus particulier avec son épouse Annie Sartre-Fauria, Palmyre, Vérités et légendes chez Perrin en 2007. Voilà, donc peut-être que ma première question, c'est de vous faire peut-être partir, réagir sur ces événements récents. Comment est-ce que vous, personnellement, vous y avez réagi? Comment est-ce que vous les comprenez? Et comment
est-ce que vous pouvez les mettre dans une perspective historique par rapport à votre sujet? Donc je vais peut-être commencer par Anne Lafont, si elle veut bien. Merci beaucoup pour l'introduction et pour la question. Alors, peut-être qu'il y a... Enfin, la chose que je pourrais apporter, vous l'avez dit, enfin, je travaille depuis l'histoire de l'art et dans ce débat sur lequel on a beaucoup écrit déjà depuis quelques mois autour du déboulonnage des statuts ou du moins les infractions finalement qu'on leur fait, on peut dire, subir sur les places publiques, c'est que on peut les rattacher finalement à des gestes qui sont à la fois des moyens d'indexer en quelque sorte des histoires problématiques ou des histoires peu assez connues, et en même temps à des performances artistiques, c'est-à-dire qu'il faut les prendre sous deux angles et ne pas, je crois, rejeter finalement ce qu'elles font à notre communauté, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois pour nous faire prendre conscience donc de cette histoire qui est peut-être mal connue et mal enseignée et à laquelle il faut réagir, et en même temps, et c'est peut-être la manière dont il y a aussi un respect ou un rapport à l'histoire qui est finalement pas tant que ça dégradant, je veux dire, puisque c'est mis en scène, c'est tout de suite filmé, c'est retransmis, donc il y a quelque chose qui s'apparente quand même à la performance artistique. Et quand on pense notamment en Angleterre au fait qu'une des statues d'un ancien esclavagiste a été mise à la mer, c'était quelque chose qui avait été déjà pensé et souhaité et imaginé par des artistes contemporains, et qui a été accompagné d'ailleurs par des artistes contemporains. Donc peut-être que si on réinscrit ça dans des gestes performatifs et artistiques sur la longue durée, et depuis les années 70 finalement, on comprend qu'il n'y a pas du tout une méconnaissance finalement de l'aura que peut avoir ce genre de geste pour sensibiliser. Alors si on prend un exemple, il faut vraiment, je crois, faire le tri entre les différentes statues. Schœlcher, c'est pas Colbert, c'est pas les mêmes choses. Et quand ça a lieu en Martinique ou en Guyane, c'est peut-être quand on voit par exemple que le groupe de Martiniquais qui ont c'est le 22 mai, c'est donc quelques jours avant même la mort de George Floyd, qui ont mis à terre finalement ces statues de Schœlcher, tout ce que ça a de provoquant, c'est aussi une manière de rappeler la métropole ou le centre finalement à sa responsabilité vis-à-vis de ces lieux qui sont moins centraux, mais qui appartiennent aussi à la communauté nationale. Donc il y a une nécessité. Ce sont des gens qui en plus avaient fait des grèves autour des sabotages d'hypermarchés, etc., qui n'étaient pas entendus. Le jour où ils touchent au symbole de l'histoire nationale, de l'histoire métropolitaine, au symbole de l'abolition vue depuis donc la métropole, ils réussissent finalement à avoir une écoute. Donc il y a peut-être d'abord une nécessité de ne pas confondre tous ces gestes, une nécessité de les réinscrire finalement dans des gestes artistiques qui disent à quel point j'ai compris le message, à quel point ils appartiennent aussi, ils ne sont pas faits, je veux dire, comme... merci. Ce ne sont pas des effets, je dirais, d'une méconnaissance du symbole que peut avoir le fait de s'attaquer à une œuvre d'art. Et donc de rendre, si on crédite les auteurs d'une conscience finalement de l'acte lui-même, on est obligé de l'écouter et d'y répondre d'une façon et d'une autre. Et peut-être c'est surtout pour l'historienne de l'art que je suis, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire que ça n'est pas seulement un manque de connaissances ou un déficit finalement d'inscription dans l'histoire, dans le patrimoine, dans l'art et dans le symbole. Au contraire, c'est ce qui les guide et c'est ce qui réussit à nous interpeller parce que les actions politiques, militantes, au sens plus traditionnel finalement, n'alarment pas tellement la métropole. Donc, voilà, ça serait une première parmi d'autres constats que je ferai. Emmanuel Furek, vous voulez bien réagir ? Merci. Bonjour à toutes et à tous, malgré ce masque qui nous éloigne les uns des autres, mais on va faire avec. Alors mon point de vue à moi d'historien qui a travaillé sur des gestes assez analogues à ceux qu'on observe aujourd'hui, mais dans des contextes assez différents, sur un long 19e siècle. Mon sentiment, donc, c'est à la fois une grande familiarité, c'est-à-dire on retrouve une récurrence des gestes
cette espèce de croyance dans les pouvoirs de l'image, que la destruction, voire parfois l'acharnement sur la statue incriminée va pouvoir éveiller un monde meilleur, transformer le monde social, affaiblir les effets de domination. C'est une croyance en réalité sur le mode du comme si, tout le monde, évidemment personne n'y croit réellement à 100%, mais malgré tout, il y a cette puissance des images qui est toujours présente. La symbolique aussi des gestes plus précis, je ne sais pas si vous vous souvenez, Anne vient d'évoquer la statue d'Edward Colston à Bristol, des gestes de certains manifestants iconoclastes qui ont mimé sur la statue l'étouffement de George Floyd lors de sa mort à l'issue de violences policières. Donc tous ces gestes constituent une sorte de répertoire qui glisse à travers l'histoire, mais qui évidemment s'inscrit dans un nouveau régime visuel, celui d'une circulation mondiale des images. Et c'est le deuxième point, du coup, sur lequel je voudrais insister, c'est-à-dire que derrière cette familiarité, il y a aussi une étrangeté, c'est-à-dire de l'inédit qui surgit, et cet inédit, il est lié avant tout à cette circulation extrêmement rapide des pratiques à une échelle globale, c'est-à-dire jusque dans des pays où on n'imagine absolument pas que des querelles iconoclastes puissent surgir, comme le Groenland, où la statue d'un missionnaire a été souillée de peinture et fait l'objet ensuite d'une discussion démocratique, d'un vote, et puis finalement le conseil municipal, s'inclinant devant le vote, a décidé de maintenir la statue, pour ne pas parler bien sûr de toute l'Europe, et donc la Belgique aussi a été concernée, des Amériques, l'Amérique latine, bien sûr des Antilles, une partie de l'Afrique, dans une moindre mesure l'Océanie et l'Asie, mais il y a eu aussi des phénomènes de ce genre, encore une fois, à une échelle planétaire, et ça, c'est véritablement, me semble-t-il, de l'inédit, avec une espèce de volonté commune de décoloniser, Antoine le disait tout à l'heure, décoloniser et désesclavagiser l'espace public. C'est pas simplement la question de la mémoire de l'esclavage, c'est aussi la mémoire coloniale dans l'espace public en tant qu'elle est considérée comme, à travers ces statuts, comme un effet de domination encore dans le présent. Et ça, c'est très important aussi. Considérer que, comme disait donc dans les années 1960, les situationnistes, les monuments ne sont jamais innocents. Certains monuments, en tout cas, ont des effets de pouvoir et agir sur eux, c'est agir sur des formes de domination cachées. Et donc, et je termine là, pour ne pas être trop long, et pour avoir quelques cartouches encore, je crois que le principal effet de tous ces gestes à une échelle planétaire, c'est de nous ouvrir les yeux. Nous ouvrir les yeux sur des conflits mémoriels, mais qui sont aussi, du coup, sociaux et politiques, latents, qu'on connaît bien sûr, mais qui sont vraiment mis en pleine lumière par tout ce qui se passe en ce moment, et d'ouvrir du coup, et c'est vraiment lié à notre présence ici, ouvrir des débats historiques et mémoriels, les deux ne se confondent pas bien sûr, des débats historiques et mémoriels dans l'espace public. Je pense ne serait-ce qu'à cette question de la figure de Schœlcher. Dans le grand public, certains ne connaissaient absolument pas Schœlcher. S'ils se sont intéressés à cette affaire, on est entré dans un degré de nuance sur son rôle personnel, politique en 1848, et au-delà ensuite avec le schœlcherisme, que j'ai trouvé remarquable. Donc je trouve que ces mouvements, par-delà la question de la destruction, de la conservation, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus, ont un effet de décilement, de dévoilement que je trouve en tout cas passionnant. Maurice. Oui, bonjour à tous. Déboulonner les statues, je crois que c'est l'emblème de ce mouvement, d'une certaine manière, mais je pense que le problème est plus large. C'est d'une manière générale s'attaquer à un certain nombre de symboles. Donc il y a les statues, c'est vrai, mais c'est parfois tout simplement le nom
Après tout, c'est les plaques de rue. Parfois, c'est aussi des monuments qui ont symbolisé un régime. Tant que je sache, il a été question de détruire Versailles au moment de la Révolution. Et il y a donc bien d'autres formes, je crois, de s'en prendre au passé. Pour l'historien que je suis, il n'y a rien de bien neuf, d'une certaine manière. Déboulonner des statues ou effacer le nom de quelqu'un, c'est une pratique qui existe depuis l'Antiquité. Alors, sous des formes très diverses, c'est vrai. À Rome, le Sénat décidait si l'empereur qui venait de mourir méritait l'apothéose, d'être rangé au nombre des dieux, ou si au contraire, on devait effacer sa mémoire. Lorsqu'on efface la mémoire, ça a un sens concret bien précis. C'est-à-dire qu'en effet, on détruit ces statues, si possible. Ça n'a jamais été appliqué partout, heureusement pour nous, historiens, mais on efface son nom. Et alors, dans les inscriptions, on martèle systématiquement le nom des empereurs dont la mémoire est bannie. Donc, ce n'est pas un phénomène tout à fait nouveau. Ce qui pose problème pour l'historien, c'est qu'effectivement, entre ce que j'appellerais l'action politique, c'est-à-dire la réaction à chaud, et le travail de l'historien, il y a forcément contradiction. L'historien aujourd'hui qui analyse le règne de Caligula, c'est un sujet un peu froid, malgré tout. Enfin, je veux dire, froid comme les cendres sont froides. Hein, c'est ce que je veux dire par là. Et donc, l'enjeu n'est pas formidable. Ce que nous montre ce débat depuis un an ou un peu plus même, c'est que des débats qu'on croyait froids ne le sont pas. L'exemple de Colbert, qui a été évoqué très souvent, le montre à l'évidence. Et ça pose problème à l'historien. Comment faire? Faut-il déboulonner Colbert pour telle ou telle raison? Je pense qu'il y a là un problème réel qui est très intéressant et auquel l'historien doit affronter. La difficulté est que entre mémoire, ou je dirais action politique ou enjeu politique de l'instant, et travail de l'historien, il y a nécessairement contradiction. Ça, on ne peut pas faire autrement. Ce qui embarrasse l'historien, c'est pas du tout de déboulonner des statues. De toute façon, l'historien, c'est un révisionniste, si vous me permettez le mot, mais je le prends au sens positif. Je veux dire, l'historien, il passe son temps à changer d'opinion, à réviser ce qu'il a écrit sur la longue durée. Je crois qu'aucun d'entre nous n'écrirait toujours la même chose. On réévalue constamment parce qu'il y a de nouvelles sources, parce qu'il y a de nouveaux points de vue, parce que surtout l'angle d'attaque est différent. Donc ça, c'est pas gênant. Ce qui me gêne, c'est lorsqu'on porte un jugement de valeur, et ça c'est autre chose, en fonction de nos systèmes de valeurs, de nos valeurs, à des gens qui vivaient il y a 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, voire 20 siècles. Aujourd'hui, on se flatte tous, enfin j'espère, d'être hostile à l'esclavage. Je pense que c'est le cas de la plupart des gens. Ce n'est pas le cas de tout le monde sur la planète, je vous rassure, si ça vous rassure. Mais comment va-t-on juger des gens qui vivent dans des sociétés totalement esclavagistes? Va-t-on déboulonner Socrate, Platon, Aristote parce qu'ils sont esclavagistes? Donc il y a là un grand risque, qui est le risque de l'anachronisme. C'est ce qu'on avait voulu souligner dans cette tribune qui est parue dans Le Monde à la fin du mois d'août. Donc je crois qu'il faut arriver à la fois à réfléchir sur la nécessité et les raisons de ce déboulonnage, d'effacer certaines mémoires, ou de moins, je ne dirais pas d'effacer la mémoire, parce que l'historien est contre l'effacement de toute mémoire, quelle qu'elle soit, même la pire, et surtout pas. Mais en même temps, cesser peut-être de porter, nous, après tout, quand on met une statue de Gaston d'Orléans au fond de cette salle, c'est pour lui rendre hommage, c'est pas pour le débiner. Bon, donc, peut-être cesser les hommages de la communauté tout entière à tel ou tel personnage, mais réévaluer aussi son action
non pas simplement avec les critères qui sont les nôtres, les valeurs de notre temps, mais aussi en essayant de comprendre les raisons de son action et ce qui peut le motiver. C'est là toute la difficulté, et j'avoue que c'est une difficulté qui n'est pas mince. Est-ce qu'on peut essayer de prendre quelques cas concrets comme ça dans l'histoire d'iconoclastes, d'actes iconoclastes qui ont provoqué un véritable débat qui soit un petit peu de la nature de ce qu'on rencontre aujourd'hui. Est-ce que le fait de s'attaquer à une statue, par exemple, a forcément provoqué ce genre de réaction? Comment est-ce qu'on peut essayer d'établir un rapport entre l'hier et l'aujourd'hui à travers ce débat-là? Est-ce que vous pourriez répondre à cette question en prenant des exemples concrets? Je peux commencer comme ça, mais peut-être revenir d'abord sur cette question d'anachronisme où je voudrais ajouter une petite chose qui me paraît importante, c'est-à-dire que il est tout à fait évident, je suis d'accord avec vous, Maurice, sur le fait qu'il faut contextualiser les objets et donner accès finalement à leur efficacité d'alors et qui permettrait de les mettre un peu à distance dans leur efficacité d'aujourd'hui. Néanmoins, le principe même d'un monument ou d'une œuvre d'art ou d'une œuvre patrimoniale, d'un objet patrimonial, c'est qu'il continue à agir dans notre temps présent. Donc il y a aussi une synchronie avec nos sociétés d'aujourd'hui. Donc l'anachronisme est quand même très relatif. Il y a une part peut-être de la connaissance qui doit être médiatisée, avoir accès à ce qu'il a été dans le temps, comment il a été pensé effectivement, mais néanmoins, précisément, le monument est fait pour être transmis aux générations futures, pour continuer à agir dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc elle n'est pas complètement décalée. Les objets nous parlent, nous leur répondons. Et nous leur répondons avec des sensibilités diverses qui peuvent être organisées en quelque sorte. Donc ça, c'était peut-être une petite chose que je voulais dire juste par rapport à ça. Par rapport aux exemples anciens, à des exemples concrets, je dirais il y a deux choses que je mettrais volontiers de l'avant. D'abord, que la naissance même du musée est liée finalement à des actes de vandalisme. Et là, je vois, Antoine, que vous opinez. Enfin, c'est lié notamment à la Révolution française. Enfin, lorsque la menace de voir détruites toutes les insignes, finalement, d'Ancien Régime par la Révolution, le noir, enfin un homme, décide de faire d'abord un petit conservatoire, un petit dépôt, où il ramassera toutes les ruines, finalement, des offenses qui sont faites à ces signes d'Ancien Régime qui ne conviennent pas à l'emballement révolutionnaire. Hein. Et c'est dans ce qui est aujourd'hui l'école des Beaux-Arts que sont entreposés un certain nombre de ces signes-là qu'il décide de sa propre initiative, et pas forcément dans un vœu contre-révolutionnaire, de conserver, se disant il y a une dimension justement patrimoniale et artistique qui doit être déplacée, décentrée, neutralisée en termes effectifs sur le plan politique, mais qui ont un intérêt pour avoir accès à ce que disait Maurice tout à l'heure, c'est-à-dire effectivement à l'histoire de ça, mais aussi peut-être parce qu'il y a une qualité stylistique ou formelle qui devrait survivre finalement à son efficacité idéologique ou politique. Donc c'est le fondement même du musée. Donc, du coup, on peut encore s'en inspirer. Ça deviendra le musée de Cluny aujourd'hui, qui est un musée essentiellement tourné vers les œuvres notamment notamment plutôt médiévales, mais bon, de tout ce qui serait avant le XVIIe siècle, avant le XVIIIe siècle. Donc ça, c'est une première chose. Le musée est une réponse finalement à l'offense, encore une fois, faite à l'objet d'art qui doit être décentré, je dirais, et peut-être neutralisé en partie par rapport à son efficace publique. Le deuxième exemple ou peut-être plus tard, parce que je parle trop là, je sens. Non, mais vas-y, Emmanuel.
Merci. Moi aussi, je voudrais revenir un petit peu sur cette question de l'anachronisme, qui est effectivement le péché mortel de l'historien, mais les statues ne sont pas en réalité des livres d'histoire, c'est des objets patrimoniaux, des objets de commémoration et des objets également à travers lesquels sont transmises des valeurs pour le présent. Autrement dit, des choix sont faits à travers le personnage statufié de ce que l'on cherche à honorer dans le présent. Je dirais que du coup, la statue commémorative, elle est en soi déjà anachronique. Et évidemment, ce système de valeurs qui ordonne le monde des grands hommes, ce système des valeurs, il est constamment réactualisé. Et ce que nous révèlent les conflits d'aujourd'hui, c'est que les conceptions du grand homme qui dominaient, pour le dire vite, à l'âge d'or de la statuomanie, c'est-à-dire des années 1880 aux années 1930, 1910 et puis jusqu'aux années 1930, ce système de valeurs n'est plus le nôtre. C'est-à-dire cette croyance dans le grand homme qui infléchissait le cours de l'histoire, qui contribuait au génie national, à l'expansion coloniale, etc., ne converge plus trop avec les conceptions qu'on se fait du grand homme, je ne sais pas, d'ailleurs le mot est d'ailleurs un peu passé de mode, mais en tout cas de celui qui est digne d'être célébré. Aujourd'hui, on est plutôt dans un culte des héros un peu ordinaires, des victimes aussi, et du coup, je trouve relativement logique que le paysage statuaire, le paysage des grands hommes, soit sans cesse réactualisé en fonction des valeurs du présent. On pourra donner peut-être des exemples plus précis. Pour la deuxième question, c'est-à-dire le fait de voir des échos entre les controverses d'aujourd'hui et celles du passé, je vais enchaîner du coup chronologiquement avec ce qu'évoquait Anne, à savoir le 19e siècle qui, fort de l'expérience de la Révolution, cherche à répudier le vandalisme, la destruction, ce qu'on appelait à la suite de l'abbé Grégoire le vandalisme, cette destruction incontrôlée, pulsionnelle, etc., des monuments d'art. Et donc, l'iconoclasme devient plus ciblé, plus localisé, on essaie d'éviter la destruction de monuments et on va plutôt détruire des signes ou des micro-signes. Alors on s'attaque surtout aux souverains déchus, c'est donc les signes de souveraineté, du pouvoir souverain qui sont visés essentiellement, mais il y a aussi, et j'en arrive au lien avec aujourd'hui, des controverses sur une mémoire traumatique ou une mémoire blessante. Alors au XIXe siècle, ça n'est pas la mémoire coloniale, c'est la mémoire révolutionnaire. Précisément, je donnerai cet exemple de la chapelle expiatoire qui a été érigée sous la Restauration sur les lieux mêmes où avaient été inhumés Louis XVI et Marie-Antoinette et qui était devenue le symbole, pour reprendre les termes de l'époque, des crimes de la Révolution. Ce monument, pour les républicains, était une offense visuelle. C'était dire au présent, la Révolution, c'est le mal, c'est le crime, c'est la violence, c'est les massacres, etc. Et en 1871, en pleine commune de Paris, un décret est pris pour démolir la chapelle expiatoire en tant qu'insulte faite à la Révolution. Alors, l'actualité du moment, l'urgence de la guerre civile, le siège de Paris par les Versaillais, puis la Semaine sanglante ont eu raison de ce projet qui n'a pas été mené à son terme. Mais il y a eu déjà donc une première réflexion sur la blessure visuelle provoquée par une mémoire qui est considérée comme insultante. Maurice ? Je crois que les statues, comme tous les emblèmes de pouvoir, ne sont jamais univoques. C'est ce qui a été dit déjà, mais je voudrais repartir de cette idée-là. De fait, une statue, ça peut être la représentation d'un grand homme, Colbert, si vous voulez, mais c'est aussi une œuvre d'art. Ça peut l'être. Ça ne l'est pas toujours, mais ça peut l'être. Et donc, les objets ont une histoire qui est nécessairement plus complexe que le simple jugement de valeur qu'on porte sur l'individu. Dès l'Antiquité,
et ça s'est poursuivi à d'autres époques, parce que c'est des débats qui existent aussi au XIXe siècle, si j'en crois des bons livres, notamment le dernier d'Emmanuel Ferré sur l'œil blessé. Des gens qui peuvent être très hostiles à Louis XIV s'opposeront quand même à la destruction de sa statue de la place Bellecour à Lyon, en disant oui, mais c'est une œuvre d'un tel, et donc il faut le protéger. Dès l'Antiquité, on sait qu'à la fin de l'Antiquité, lorsque le christianisme l'emporte définitivement sur le paganisme, et que toutes manifestations du paganisme sont interdites par les lois, par les édits impériaux, il y a des gens, y compris des chrétiens, qui protègent des statues, qui les enterrent pour les protéger de la destruction. Je crois que l'un des problèmes, c'est sûrement pas le seul, mais l'un des problèmes de ces décisions de détruire peut conduire très vite à un radicalisme total. Je vais en prendre un exemple. On a beaucoup évoqué, jusqu'à présent on n'est pas sorti du domaine, j'allais dire européen ou nord-américain, de déboulonnage. Mais on a eu un exemple tout récent qui ne devrait pas vous être sorti de l'idée de quelqu'un, enfin d'un groupe, qui a voulu détruire systématiquement tout vestige d'un passé jugé impie. C'est Daesh. Et le risque est toujours que nous soyons tous des Daesh, d'une certaine manière. Je m'explique. Daesh a détruit, dans beaucoup de sites archéologiques, au musée de Mossoul, à Hatra, mais on a beaucoup parlé surtout de Palmyre. À Palmyre, on a détruit tout ce qui pouvait être détruit. D'abord, tout ce qui était des statues, y compris ce qui était au musée, en pensant que c'était des divinités adorées par les idolâtres. C'est faux à 99%, puisque ce sont le portrait des défunts de nécropole de Palmyre. Donc ça n'avait rien à voir. Donc déjà, il faut porter un jugement, j'allais dire informé au moins, sur la réalité. Lorsque, par exemple, Daesh fait sauter le temple de Bel en août 2015, ils font sauter quoi? Un monument de l'idolâtrie, bien entendu, à leurs yeux. Le temple de Bel, il a servi comme temple païen pendant 4 siècles et comme mosquée pendant 10 siècles. Ils ont détruit surtout une mosquée en réalité. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de symbole qui soit univoque. Et c'est là où l'historien peut intervenir. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que, sous prétexte de religion, quelle que soit la religion, il se trouve que là c'est l'islam qui est en cause, mais ça pourrait être n'importe quelle autre religion, est-ce que sous prétexte de conviction religieuse, on peut détruire tout ce qui appartient à d'autres religions, c'est-à-dire à ce que l'on va considérer comme de l'impiété? Est-ce que, et on peut étendre le phénomène à tout autre, est-ce qu'on va détruire ou refuser de statuifier tout homme parce qu'il est colonialiste, parce qu'il est esclavagiste, parce qu'il est antisémite? Qui au 19e n'est pas antisémite? Il y a des gens qui ne sont pas antisémites, comme il y a au 19e des gens qui sont contre la colonisation. Mais ils sont très minoritaires, il faut bien le reconnaître. Donc, il faut arriver à peser, et est-ce que dans le fond, autant il est légitime de ne pas forcément célébrer collectivement tel ou tel individu dont les valeurs sont tellement éloignées des nôtres, est-ce qu'il n'y a pas des lieux où il faut malgré tout protéger les traces de notre mémoire d'une manière ou d'une autre sans forcément détruire? Et c'est là peut-être l'enjeu de ce débat. Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on débaptise des rues. Mon Dieu, il y a des rues à Bordeaux qui portent le nom de gens dont le seul titre de gloire, si on peut parler de titre de gloire, c'est d'avoir fait le commerce esclavagiste au XVIIIe siècle. C'est vrai, et d'avoir bâti là-dessus une immense fortune. Donc, pourquoi ne pas en effet effacer leur nom de la mémoire collective publique? Mais là encore, lorsqu'on s'attaque à des personnages comme Colbert, et on pourrait prendre n'importe lequel, peut-être qu'il faut réfléchir à deux fois.
il y a beaucoup de bons livres qui existent sur Colbert, j'en ai lu quelques-uns, et on s'aperçoit que c'est pas le Code noir finalement qui me paraît moi le plus honteux dans tout ce qu'il a fait, mais son affairisme, son népotisme, ses prévarications diverses me semblent, entre nous soit dit, je suis pas spécialiste alors, je n'irai pas beaucoup plus loin là-dessus, autrement plus grave que le Code noir. Cela dit, juste une petite incise à propos du Code noir, dont je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu récemment là-dessus pas mal de choses, et ce qui me frappe surtout, c'est que ce qu'il écrit dans le Code noir sur la définition de l'esclave est tiré directement d'Aristote. Donc, c'est pas Colbert qui est en cause, c'est plutôt Aristote. C'est-à-dire que l'esclave est un objet qui est la propriété du maître. Sauf qu'Aristote ajoute, et d'ailleurs le Code noir l'ajoute aussi, mais c'est aussi un homme, et on n'oublie jamais le caractère humain de l'esclave chez Aristote, de la même manière que le Code noir prévoit que le maître doit l'élever dans la religion catholique, ce qui est rarement le cas quand même pour un âne ou une bêche. Mais enfin, donc encore faut-il avoir des citations complètes pour pouvoir apprécier, juger ou porter un jugement sur les actions des individus. Anne, vous vouliez développer un autre exemple, puis après on rebondira sur ce que vient de dire Maurice. Pas tout de suite pour rebondir, d'accord. Oui, non, peut-être qu'il y avait un autre exemple, enfin, qui me paraissait intéressant parce qu'il est un tout petit peu antérieur, mais quand même contemporain autour de l'enseigne du Nègre Joyeux, qui est place de la Contrescarpe, enfin qui n'est plus, qui était jusqu'à il y a 2 ans, si je me rappelle bien. J'aurais dû revoir précisément, mais je crois jusqu'au printemps 2018 en place à Paris, qui est donc une grande enseigne qui date de la fin du 19e siècle, qui représente un homme noir, souriant, assis et montrant, enfin, peut-être même pas assis, mais enfin, montrant sa joie de prendre, je crois, une pinte de bière, si je me rappelle bien. Est-ce que c'est ça, tout à coup ? Une bouteille de rhum. Enfin, ben là, voilà, le fantasme étant, on n'a pas bu le liquide, mais une bouteille de rhum ou autre chose, et qui est effectivement dans un face-à-face avec une femme blanche, et dont la polémique a tenu entre autres sur la question qui servait qui. Et autour du service que l'un rendrait à l'autre serait légitimé finalement le fait de garder dans l'espace public. Quoi qu'il en soit, c'est une enseigne qui a fait l'objet de nombreux actes de vandalisme, notamment de jeter de la peinture violette dessus, par des gens qui exprimaient donc le caractère offensant de croiser cela dans un espace public touristique à Paris, sans que ne soit prévenue en quelque sorte leur rencontre avec cette image qui faisait écho à leurs yeux, avec toute une iconographie finalement de domination, de service, de domesticité des populations noires vis-à-vis des populations blanches. En fait, il s'avère qu'il y a une expertise formelle qui a pointé le fait que probablement que le service était plutôt le fait de la femme blanche vis-à-vis de l'homme noir. Et je dirais peu importe, parce qu'on sait bien qu'une image n'existe jamais seule. Elle s'inscrit dans une série, dans des clichés, dans des stéréotypes visuels qui font que s'active quelque chose indépendamment parfois de ce qui est vraiment représenté. Alors ça n'empêche pas d'essayer d'être très précis par rapport à l'œuvre elle-même, mais il n'empêche qu'elle faisait, encore une fois, les objets étant actifs, elle faisait cette impression sur des gens dont je pense qu'il ne faut pas mépriser la perception de cet objet-là. Donc il a été, je suis trop longue, il a été décidé après des négociations sur plusieurs années entre les partisans, les habitants du quartier, du fait qu'elle reste en place, et des associations noires, pour le dire un petit peu vite, qui réclamaient son retrait de l'espace public, non pas sa destruction, mais son retrait pour pouvoir ne plus être confronté à cette image. Il a été décidé par la mairie de Paris, si je ne me trompe pas, qu'elle serait prise en charge par le musée Carnavalet, et que sa monstration publique serait désormais médiatisée par le musée lui-même. Autrement dit, elle ne disparaît pas, elle n'est pas détruite, elle n'est pas
réservée, mise en réserve, ou cachée au public, mais elle est représentée finalement dans le cadre d'un musée. Et je trouve que c'est une forme de négociation qui d'ailleurs n'a pas abouti à un consensus où tout le monde y adhère. Il y a encore je crois, des négociations pour que soit réenvisagé son retour sur place, mais c'est quand même, je trouve aussi un exemple de civilité, c'est-à-dire qu'il va bien falloir qu'on s'écoute quand même et qu'on trouve des solutions. Donc je veux dire, c'est cette négociation, plus elle a lieu, je dirais, plus elle anticipe sur des détériorations à venir. Et je trouve que le cas que proposait de comparer avec Daesh, c'est précisément la capacité à gérer ce type de conflit qui montre la vitalité démocratique finalement aussi de nos pays. Donc ça va très très loin dans les régimes dictatoriaux et totalitaires comme vous le décrivez. Ce sont des petits événements parce qu'en gros quand même, il n'y a pas eu beaucoup de destruction, il n'y a pas eu beaucoup d'endommagement, mais il y en a eu quand même, ce qui veut dire qu'il y a quand même un travail à faire pour trouver des solutions communes et continuer à vivre avec cette histoire qu'on ne veut pas voir disparaître évidemment. Où l'on retrouve le rôle du musée que vous aviez pointé tout à l'heure. Emmanuel ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec cette idée de distinguer, à mon sens, la question des grands hommes et la question des statues, considérer chacun comme un objet inscrit dans un espace. C'est-à-dire que, comme le disait à juste titre Maurice, pratiquement tous les hommes du XIXe siècle étaient misogynes, Proudhon le premier d'entre eux, il partageait un certain nombre de stéréotypes raciaux et même au-delà. Et au nom de cet argument, effectivement, il ne s'agit pas, avec une liste de grands hommes à abattre, de détruire l'ensemble des statues. Mais comme le disait également à l'instant Anne, si l'on observe à l'échelle métropolitaine, pour les Antilles c'est différent, mais le nombre de statues déboulonnées au sens strict du terme est égal, à ma connaissance, à 0 dans les derniers mois. Donc on joue un petit peu à se faire peur aussi si on se met à évoquer Daesh, et voilà, qui au nom effectivement d'une doctrine radicale de haine des images va faire table rase du passé. Et donc redéplacer le questionnement à l'échelle de la statue en tant que discours. Une statue, elle commémore un homme, mais une certaine facette de cet homme. Elle porte un discours visuel par la posture, quand il s'agit d'une statue équestre, par le piédestal avec l'inscription qui est extrêmement importante, par l'histoire de l'érection de ce monument, à quelle fin, à quel moment, qui a été à l'origine de ce monument. Pour les monuments confédérés aux États-Unis, par exemple, c'est très important de constater que le pic de construction, ça n'est pas juste après la guerre de sécession en hommage aux défunts, c'est 30, 40, 50 ans après, dans un moment de reconquête et de ségrégation raciale avec les lois de Jim Crow, que cette vague de statuomanie confédérée a pris forme. Et puis, à l'échelle locale, mesurer les effets d'une statue sur un espace, les blessures qu'elle provoque. Je dis souvent qu'une statue de Napoléon à Ajaccio et une statue de Napoléon qui n'existe pas, mais en Martinique, ne produit évidemment pas les mêmes effets. Donc il ne s'agit pas de partir avec une liste, de faire le tribunal de l'histoire, mais de travailler, et je vois l'ancien maire de Nantes devant nous qui a cette expérience, de travailler à une échelle locale sur le regard des citoyens sur ces monuments et de trouver des solutions concrètes pour non pas réconcilier les mémoires, ce serait sans doute trop ambitieux, mais en tout cas donner une place à des mémoires plurielles dans l'espace public, au prix de certains effacements probablement, mais pas que, plutôt raisonnés par addition que par soustraction. L'exemple de Bordeaux aussi, mais j'anticipe peut-être trop, sur ce qui va être dit plus tard, avec l'érection d'une statue à une esclave, Modeste Testa, c'est aussi une solution que je trouve intéressante. Voilà.
Oui, je crois que Emmanuel vient de donner des pistes probablement essentielles pour répondre à la question comment sortir, non pas sortir du déboulonnage, parce qu'après tout, pourquoi pas, mais comme on l'a dit, je crois les uns et les autres, les statuts, elles ne sont pas univoques. Elles ont des sens pluriels, ne serait-ce que parce que les personnages sont des personnages complexes. La première solution, je crois, c'est d'une part, c'est l'éducation. C'est-à-dire que face à une statue, on ne dresse pas des statues, contrairement à ce que pensait Daesh, pour les vénérer, mais en hommage peut-être à un personnage à un moment donné. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que celui et tous ceux qui voient une statue sachent ce qui est en cause dans cette statue, c'est-à-dire à la fois peut-être les aspects positifs de l'action de tel ou tel personnage, mais aussi les aspects moins glorieux, ou qui à nos yeux en tout cas paraissent moins glorieux, voire carrément négatifs dans l'action du personnage. Quand j'évoquais Colbert tout à l'heure, j'en ai donné, il me semble, un exemple. Je crois que c'est le seul moyen, l'éducation est le seul moyen de réconcilier des mémoires qui sont légitimes, mais aussi l'histoire qui est indispensable pour, j'allais dire, non pas évaluer, parce qu'on ne porte pas des jugements de valeur sur le personnage, mais pour savoir pourquoi, après tout, tel personnage, pourquoi Gaston est là, au fond, à nous écouter depuis une heure tranquillement, et pourquoi telle statue se trouve à tel endroit. Je pense que ça, c'est une chose indispensable. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je crains que dans le mouvement un petit peu furieux parfois, de déboulonnage qui a saisi un certain nombre de nos concitoyens depuis un an ou deux, peut-être un peu plus même, je crains que parfois ça soit aussi un moyen de détourner les yeux des vrais problèmes du temps. Je veux bien, pourquoi pas, qu'on affiche le caractère colonialiste et esclavagiste de Colbert à cause du Code noir. Je trouve que pour les gens de notre temps, les gens du XXIe siècle, nous, il y a des tâches plus urgentes pour lutter contre l'esclavagisme. C'est lutter contre l'esclavage aujourd'hui. Aujourd'hui. Je vous signale qu'il y a encore des convois d'esclaves qui quittent l'Afrique en direction du Proche-Orient. Il y a une association suisse qui s'occupe de ça de très près. Il y a eu à Paris des procès en esclavage pour des diplomates, notamment. Donc, je veux dire par là qu'il y a des bonnes causes et il y a des bonnes raisons de se mobiliser contre l'esclavage encore au XXIe siècle. Et donc, le reprocher à Colbert, homme du XVIIe siècle, d'avoir promulgué telle définition ou telle réglementation sur l'esclavage avec le Code noir, mais pourquoi ne pas l'étendre encore une fois à Aristote, qui a lui aussi codifié. C'est quand même Aristote qui a déclaré qu'il y avait des gens qui étaient faits pour être esclaves. Plus on s'éloigne du nombril du monde, plus on a des caractères, etc., etc. Donc je ne vais pas développer ça, ce serait hors sujet. Mais Aristote a joué un rôle considérable dans cette définition et dans ce qu'il faut bien appeler les origines du racisme occidental, dans la définition du racisme occidental. Or, vous savez très bien que la pensée d'Aristote irrigue la pensée occidentale jusqu'au XVIIIe siècle. Et elle joue un rôle considérable. Donc, il faut le savoir. Est-ce qu'il faut pour autant vouer Aristote aux gémonies ? C'est peut-être moins certain, parce qu'il apporte aussi d'autres choses sur d'autres sujets. Donc, je crois qu'il faut ne pas se tromper de combat. Il faut rester sûrement lucide. Il n'y a pas, aux yeux de l'historien, il n'y a pas de grands hommes. Il y a des hommes qui ont marqué plus ou moins leur époque, qui ont apporté. Ils sont tous complexes, ils ont tous des côtés négatifs, des côtés positifs, selon nos critères. Mais je pense que ça, c'est à nous de l'enseigner aussi. C'est à nous de le faire comprendre à l'ensemble de nos concitoyens. À partir de là, les statuts, moi, ne me posent plus de problème.
Cela dit, je suis de ceux qui sont prêts à aider à déboulonner un certain nombre de statuts dans le feu de l'action. Autant l'action me paraît légitimer des déboulonnages, et pour avoir vécu beaucoup dans un pays où les statuts du tyran sont partout, il m'est arrivé, je le racontais tout à l'heure à mes voisins, de faire une conférence dans une salle où il y avait 27 portraits du président, ce qui, à mon avis, est quand même assez symbolique. C'est rare que dans une démocratie, il y ait 27 portraits du président dans une salle. Et je leur disais que lorsque je traversais Damas, j'essayais de voir s'il y avait un point d'où je pouvais ne voir aucun portrait du président. Ben non, ça n'existe pas. Donc, on comprend que dans le feu de l'action, la première chose soit effectivement de détruire les symboles d'un pouvoir tyrannique. Et de fait, c'est bien ce qui s'est produit en mars 2011. Mais autant ce qui est légitime dans le feu de l'action et de l'action politique, un jour ou l'autre, ça pèse. J'allais dire, le sujet devient froid. Il y a un moment où, dans le fond, l'enjeu n'est plus le même. Est-ce qu'aujourd'hui, on se révolterait, même dans des milieux catholiques pratiquants, si on trouve une statue de Jupiter dans un musée, symbole du paganisme? Non. Ce qui était vrai au IVe siècle ne l'est plus au XXIe. C'est une question de temps. Peut-être une réaction, Anne Oui, je veux bien. Et puis Maurice a dit, dans un musée, une statue de Jupiter, effectivement, je ne pense pas qu'elle génère des réactions aussi vives que peut-être effectivement la salle Colbert à l'Assemblée nationale, où là, juste pour dire un mot, peut-être que c'est pas le lieu, mais c'est peut-être l'articulation de Colbert et l'Assemblée nationale qui fait que quand même à ce moment-là, c'est l'auteur, co-auteur d'ailleurs par ailleurs, du Code noir quand même qui est magnifié. Donc il y a peut-être d'autres lieux, si on reprenait la manufacture des Gobelins, qu'on appelait la manufacture Colbert pour parler justement de l'organisation, notamment de tous ces types de travaux qu'il a mis en place ou d'académies, etc. Ça ne serait pas le même effet qu'au Palais Bourbon. Donc on peut, et puis je trouve que ces débats-là, encore une fois, si je compare à il y a 35 ans, quand j'étais encore lycéenne, pour dire plutôt 38 ans, ces choses-là n'étaient pas tellement enseignées, donc c'est aussi parce qu'on a un petit peu ébranlé, je dirais, les certitudes, les convictions, tout ce que l'art naturalise aussi, c'est-à-dire justement une statue, c'est faire d'une histoire un mythe et le rendre quelque chose qui n'est plus négociable. Et bien il est bien qu'il y ait quelques personnes quand même qui se disent à un moment donné, oui, mais je ne prends pas tout, parce que finalement c'est ce qui a été dit autour de cette salle Colbert. Donc moi je pense qu'il y aurait certainement plein d'autres noms à lui donner, je n'en ai pas en stock, mais si un petit comité se rassemblait pour y réfléchir, je suis sûre que beaucoup de noms sortiraient et que ça serait une manière de rendre encore vivante cette salle du Palais Bourbon. C'est pas quelque chose qui me semble très effrayant. Et je dirais une deuxième chose peut-être avant de me taire, c'est que quand même on n'a pas du tout parlé de l'articulation avec George Floyd. C'est-à-dire que ça n'est pas, je ne crois pas que ça n'est qu'une histoire sophistiquée de symboles entre gens qui ne s'intéressent qu'à des choses superficielles et qui font fi aussi effectivement des formes d'esclavage qui existent encore aujourd'hui et qui s'attachent qu'au symbole pour ce qu'il est dans sa dimension peut-être esthétique. Donc je crois au contraire que, encore une fois, je pense que l'efficacité et l'agentivité, pour le dire, de l'art fait que ces symboles-là continuent à nous atteindre peut-être aussi, et à faire de nos relations sociales des choses plus ou moins fluides et plus ou moins acceptées pour les uns et pour les autres. Donc quand on s'attaque aux symboles, et encore une fois on s'attaque aux symboles en proportion de la liberté d'expression qui est la nôtre, donc effectivement c'est très peu de choses en France, donc il faut s'en réjouir d'une certaine manière, mais ça n'est pas rien, et il n'y a pas dans ce que tu décrivais, enfin cet emballement global ou mondial, je ne sais pas, mais en tout cas assez global autour d'une relation
qu'on peut nouer avec les monuments de l'histoire, qu'elles soient coloniales, esclavagistes ou manifestement d'une autre nature encore au Groenland, n'est pas sans lien avec justement cette diffusion parallèle qu'il y a eu de la mort de George Floyd et du sentiment quand même qu'il y a des histoires, et j'entendais un historien l'autre fois dire peut-être qu'il faut arrêter avec cette obsession de la mémoire, peut-être que ce sont des pans d'histoire et pas seulement des mémoires particulières ou communautaires ou identitaires, etc. Et que si on arrive à en faire de ce matériau-là vraiment de l'histoire et d'une histoire commune, le sentiment, d'abord, peut-être que l'apparence de nos villes sera transformée et qu'effectivement toutes les statues ne survivront pas dans leur, je dirais dans leur forme actuelle en tout cas, peut-être sous d'autres formes, et qu'on en inventera d'autres qui seront plus raccords à ce que l'on veut faire de nos espaces communs aujourd'hui. Donc voilà, moi c'est peut-être que ça n'est pas si superficiel puisque ce qui s'articule ou ce qui fonde quand même cette globalisation de l'effet, c'est quand même aussi la mort de George Floyd. Merci. On peut peut-être faire un dernier tour de table sur la question qui a déjà été un petit peu évoquée, c'est-à-dire comment, à partir de ce qui s'est passé ces derniers temps et donc dans l'histoire, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui je dirais à la fois presque faire de l'histoire à partir de ça, construire un autre espace public qui je dirais, apaiserait un petit peu ces débats. Quelle leçon en quelque sorte on peut tirer de cela pour réformer, proposer une autre manière d'avoir un autre rapport à ces statuts, par exemple, ou d'autres statuts, comme c'était évoqué. La question est absolument immense. Me vient à l'esprit précisément le mot précieux qu'a utilisé Anne, à savoir celui d'espace commun. Comment construire un espace commun, mais qui fasse la part à des mémoires par définition conflictuelles. Et pour cela, à mon avis, évidemment, les formes de représentation doivent probablement changer, c'est-à-dire ces grandes statues de place publique sur des piédestaux de 15 mètres en statue équestre, pour le coup, sont vraiment anachroniques. Je pense qu'on évoquait ça tout à l'heure entre nous. Ce ne serait pas une bonne idée de statuifier Toussaint Louverture comme héros noir sous la forme d'un général en statue équestre. Donc la question des formes est probablement à revoir. Le street art, j'y pense, participe puissamment au renouvellement des imaginaires visuels et des espaces urbains. Je pense par exemple à cette fresque qui a été réalisée par C215 en hommage à une caissière de Saint-Denis, Aïcha Issadounem, après la crise du Covid. C'est une manière de représenter visuellement des groupes et des individus jusque-là invisibles. Et donc, je déplacerai la question qui était celle des blessures mémorielles, etc., vers celle de la représentation visuelle, qui induit, à mon avis, deux formes de représentation qu'avait distingué une politiste américaine, Anna Pitkin, c'est-à-dire une représentation symbolique d'un côté, c'est-à-dire on a besoin en effet de grands hommes et de grandes femmes différents de nous pour incarner telle ou telle valeur, mais on a aussi besoin d'une deuxième forme de représentation qu'elle appelle descriptive et qui fait que des gens un peu plus proches de nous sont représentés. Et je terminerai avec un chiffre éloquent. 7% des statues, des 3800 statues de grands hommes en France sont des statues de femmes, et parmi ces 7%, une importante quantité sont des statues de Jeanne d'Arc. Donc si on enlève Jeanne d'Arc, c'est carrément dérisoire. Voilà, ne parlons pas des classes populaires qui sont évidemment quasiment pas représentées. Un ouvrier
seulement a fait l'objet d'une statue de grand homme. Donc, repenser aussi cet imaginaire commun, et je pense que ces imaginaires sont quand même importants, et surtout pour des monuments de place publique qui nous entourent tous les jours, repenser sous l'angle de cette question de la représentation. Maurice ? Oui, je crois effectivement que d'une part les grandes statues équestres ou autres trônant au milieu d'une place immense sont passées de mode. Reste tout de même qu'il faut éduquer, instruire, expliquer sans relâche le pourquoi de ces statues et ce que représentent et quel est l'enjeu de ces statues. Je pense que là, c'est une tâche indispensable qui est assignée aux professeurs de tous les niveaux. Donc ça, c'est sûrement important. Il est probable aussi qu'effectivement, notre époque est plus tournée vers le collectif ou vers l'allégorique ou vers le symbolique. Et c'est vrai que l'habitude de statuifier les individus est devenue moins habituelle, et peut-être que c'est tant mieux. Mais il est vrai que d'une part, il y a à rétablir d'abord plus d'équilibre entre hommes et femmes, si on doit célébrer des gens. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où les femmes sont plus nombreuses que les hommes dans les noms de rues. Moi, je connais une ville où toutes les rues portent des noms de femmes. Il est vrai que ça s'appelle la ville aux Dames. Mais à la ville aux Dames, la banlieue de Est de Tours, tous les noms de rues et tous les noms de collèges, d'écoles sont portés par des femmes. Ce qui est dommage, c'est qu'on est obligé de le citer en exemple comme un exemple unique. Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, mais peut-être que je me trompe. Donc là, il y a un déséquilibre qui est criant et scandaleux. D'autre part, il faut probablement, et ça c'est aussi le travail des historiens d'une certaine manière, sortir de l'anonymat des gens qui ont été des pionniers dans la lutte contre l'esclavage, contre le colonialisme, contre le machisme ambiant aussi, et tout ce que vous voudrez. Mais il est vrai que la manière, malgré tout, dont le politique, car les statuts, c'est quand même pas les historiens qui les décident, il ne faut jamais l'oublier, c'est le politique, en définitive, qui en décide. Même si c'est le politique municipal, mais c'est toujours une décision politique, a tendance à privilégier les grands hommes plutôt que les obscurs qui parfois ont joué un rôle aussi important que les grands hommes. Donc, ça me paraît une des tâches de notre génération, peut-être, de mettre en évidence le rôle du collectif aussi, des associations. Et les associations qui agissent, quels que soient leurs objectifs, même lorsqu'on est en désaccord avec elles nous obligent souvent à réfléchir et donc à réagir en définitive à leurs propositions. Anne, peut-être que vous voulez répondre aussi à cette question? Oui, moi, volontiers, parce que c'est toujours plus agréable aussi de penser en fait ce qu'on peut inventer comme moyen, je dirais, de sortir de quelque chose qui est vécu comme une crise, encore une fois, une crise très relative, je pense, et il faut se féliciter, à la fois qu'elle ait lieu et à la fois qu'elle prenne une envergure quand même, il me semble, tout à fait gérable pour notre ordre social. Mais bon, une chose qui me vient à l'esprit, je pense qu'il y a eu d'ailleurs à Paris l'inauguration d'un buste en hommage de Solitude, donc dans le 17e arrondissement, il y a une quinzaine de jours, je crois, quelque chose comme ça. Mais une autre initiative, et là j'avais prévu d'en parler, indépendamment du fait que tout le staff de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage est là, c'est le timbre qui a été une initiative commune du musée de la Poste et de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, auquel a consenti aussi le musée du Louvre. Et je dois dire que c'est une initiative à l'origine due
et je vais la citer, Isolde Pludermacher, qui était co-commissaire de l'exposition Le Modèle Noir au musée d'Orsay, membre du conseil d'administration de la Poste, et qui a dit on pourrait faire un timbre à partir du portrait de femme noire, renommée Madeleine, qui se trouve au musée du Louvre et qui était la pièce inaugurale de l'exposition Le Modèle Noir. Alors ça, typiquement, c'est une manière de disséminer publiquement une image qui reprend d'ailleurs par son ancienneté, je dirais, la figure de la Marianne, et qui nécessairement, enfin, si vous voyez le tableau en question, c'est très facile de le trouver sur Internet, donc qui reprend voilà, à la fois une idée républicaine et qui, dans les temps anciens, trouve un symbole de comment elle peut s'incarner, même s'il y a des petites torsions. Peut-être juste revenir sur une dernière chose aussi, c'est un bon exemple de ce qui a été réussi en termes de dénomination, renomination, etc. C'est cette exposition aussi, où on a fait tout un travail pour retrouver des identités qui sont partielles, encore une fois, parce que ce sont des noms de baptême qui ne vont peut-être pas jusqu'au bout des identités justement des anciens esclaves à ce moment-là. Mais le fait même de retrouver ces noms-là et donc de continuer à travailler les sources de l'histoire pour la raccorder ou pour se raccorder à ces histoires anciennes n'est pas une perte, c'est un ajout, c'est une strate supplémentaire de connaissances, ça n'est pas quelque chose qui entame et l'objet et la connaissance qu'on a pu avoir. Donc si on le pense d'entrée comme ça, le fait de dénommer, renommer, de penser de nouvelles places, de penser de nouveaux espaces communs, etc., sans oublier ce qu'a été l'histoire, enfin c'est une manière d'être justement dans une dynamique plus positive finalement vis-à-vis de l'avenir. Merci beaucoup. On a une vingtaine de minutes de discussion avec vous. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Alors, je ne pense pas que le micro puisse circuler. Donc, il faut que vous vous leviez et que vous parliez très fort. Au fond, oui. La contrepartie du déboulonnage. Qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que celui qui déboulonne propose à la place de ce qu'il déboulonne? C'est ça que vous voulez? Alors, ce qu'il attend de son acte, je crois que vous avez bien répondu au début, c'est-à-dire que c'était un très bon exemple sur une action qui, depuis quelques mois, voire années, n'aboutit à rien, et puis tout d'un coup, quand on s'attaque à Solskjaer, tout le monde en parle. Donc ça a un effet puissant aujourd'hui de s'attaquer à la statuaire. Oui, je pense juste pour dire une minute, il me semble que là c'est notre responsabilité à nous. Si on n'a pas donné la contrepartie à l'acte, c'est une interpellation par rapport à l'histoire ou par rapport à des circonstances économiques, sociales, financières, conflictuelles, compliquées, où on ne sait plus comment s'adresser finalement aux pouvoirs centraux. Et encore une fois, quand on attaque le symbole, et ben là, du coup, il y a au moins une oreille qui s'entrouvre. Ça ne veut pas dire qu'on a donné des réponses. Mais là, c'est socialement la contrepartie. C'est à nous de l'imaginer, de la concéder, il me semble. Mais l'attaque est claire quant à sa demande, je crois, dans la plupart des cas, soit d'écrire l'histoire de manière plus complète, soit de venir, de porter à sa conscience, finalement, des conflits, des soucis, des inquiétudes sociales et économiques qui n'ont pas été jusqu'alors entendues, pour les cas que je connais. Là, je répondrai pour le passé. Effectivement, la temporalité est absolument essentielle.
Et au XIXe siècle, et sous la Révolution française plus encore, c'est dans des moments de basculement où la souveraineté apparaît disponible, où la chute d'un régime s'annonce, que ces gestes iconoclastes se multiplient et que les iconoclastes espèrent eux-mêmes détenir une parcelle de souveraineté et infléchir le cours de l'histoire. Il y a vraiment cette espérance-là qu'on ne peut pas évidemment retrouver aujourd'hui. Je pense en 1848, lorsque des insurgés ont pénétré dans les Tuileries, qu'ils se sont emparés du trône de Louis-Philippe, ils l'ont promené à travers Paris, sur les boulevards, montant les barricades, etc. Et au pied de la colonne de la Bastille, au pied de la colonne de Juillet, ils ont brûlé le trône, et certains d'entre eux ont pris leurs plumes, de simples ouvriers, ont écrit au gouvernement provisoire, se sont vantés de leurs gestes et ont demandé une récompense civique. Donc là, il y avait une attente d'un contre-don. Et comment est-ce qu'ils ont été récompensés? J'imagine pas très. Alors, des récompenses purement symboliques, donc une médaille en gros. Alors il y avait une autre question, oui, monsieur, si vous pouvez vous lever et parler fort. De quel statut on parle, quoi? Je crois que la première leçon à tirer de tout ça, c'est qu'il ne faut pas sacraliser les statues. La décision de dresser une statue à un moment donné correspond à un moment, justement, à un besoin, peu importe comment il s'exprime, c'est peut-être à analyser pourquoi à tel moment on a statuifié tel ou tel personnage. Je crois qu'il ne faut pas les sacraliser et dans le fond, la vigueur, j'allais dire presque la rage que mettent certains à vouloir déboulonner les statues prouve qu'eux les sacralisent d'une certaine manière. Ils leur accordent plus d'importance qu'elles n'en ont. C'est pour ça que l'historien a tendance plutôt à relativiser. Ce que j'ai dit tout à l'heure, pour l'historien, il n'y a pas de grands hommes. Il n'y a que des hommes qui sont objets d'histoire et qui sont tous extrêmement complexes. C'est vrai que vous avez évoqué, je n'ai pas tout suivi votre exemple parce que j'entends un peu mal de loin, mais il faut voir que le même personnage peut être honni par des gens différents pour des raisons diamétralement opposées. Lorsqu'on a inauguré une statue de Renan, on s'est battu, on lui a reproché, pour certains, c'était le mécréant en quelque sorte qui avait quasiment blasphémé lors de sa première leçon au Collège de France. Je dis blasphémé entre guillemets parce qu'entre nous soit dit, il n'y avait pas de quoi fouetter un chat. Mais enfin bon, personne ne lui a reproché ce qui était vrai, un antisémitisme qui était à l'image de son temps aussi. Donc aujourd'hui, c'est plutôt ça qui nous gênerait, plutôt que le fait de dire que Jésus est peut-être, enfin que certains nomment Dieu. Donc vous voyez, là aussi, ne sacralisons pas et prenons les personnages dans leur globalité en voyant les aspects les plus divers des personnages. J'ajouterais qu'il faut être aussi attentif aux gestes. En général,
les gestes contre des statues de grands hommes, mais controversés pour un tel ou tel, pour un aspect bien particulier de leur passé, comme Churchill, se limitent en général à des graffitis. Et donc là, on a une logique qui est un peu différente, pour reprendre la question de tout à l'heure sur que pensent les iconoclastes. Là, il ne s'agit pas de détruire ou d'infléchir le cours de l'histoire, il s'agit d'interpeller, c'est un graffiti, et après tout, ça fait partie, Maurice disait désacraliser les statues, ça fait partie de la vie sociale des statues. On a mis beaucoup de graffitis au pied de la statue de la République au moment des attentats de 2015, qui étaient des graffitis d'hommage. C'est ce qu'un anthropologue appelle l'effet Gavroche. Gavroche qui s'était niché dans l'éléphant de la place de la Bastille. Habiter les statues, je ne suis pas en train de défendre tous ces graffitis, c'est pas ce que je veux dire, mais voilà, il y a une vie sociale des statues, ça en fait partie, et voilà, il ne faut pas quand même assimiler un déboulonnage pur et simple, et puis un graffiti par-ci par-là. Je ne justifie pas nécessairement, je précise. Si je peux juste ajouter un mot par rapport à la question de l'amalgame que vous posez tout à fait opportunément. Je crois qu'autant il ne faut pas, ne pas considérer justement les interpellations, ce qu'elles ont de juste, enfin ce qui peut nous paraître juste en tout cas, autant toute la série de gestes qui ont lieu ne sont pas forcément louables, c'est-à-dire il n'est pas nécessaire de prendre tout. Et quand je considère qu'il faut qu'il y ait une oreille attentive à ce qui se passe, il faut être en mesure aussi justement de faire le tri entre ce qui est de l'ordre d'un acte un peu débile et ce qui est une vraie interpellation et qui a justement une raison d'être. Et à aucun moment, je crois que ce soit quelque chose à prendre globalement de manière indifférenciée. Donc effectivement, au cas par cas, il faudrait considérer quelle est l'attente justement de celui qui inflige cela à un monument et comment on peut y répondre. Et lorsque ça doit être disqualifié comme étant juste du vandalisme ou de la bêtise, ou ne pas se gêner de le faire aussi, justement pour pas que ça soit confondu avec ce qui est légitime. Donc moi je ne reprends pas à mon compte l'amalgame et le tout, même s'il existe, comme dans tous les mouvements, comme dans toutes les circonstances, quoi. Oui, et puis ensuite, oui, monsieur. Alors, c'est effectivement un gigantesque paradoxe, mais qu'on peut quand même expliquer. C'est-à-dire que c'est des statues qui habitent nos regards et devant lesquels on passe dans l'indifférence. Et puis, à un moment, après l'action d'un individu ou d'un groupe, au contraire, l'attention se focalise. Enfin, beaucoup de gens ignoraient qu'il y avait une statue de Colbert devant l'Assemblée nationale. Maintenant, tout le monde le sait. Et on la regarde quand on passe de fait. Donc il y a une histoire aussi de ces regards. Et puis il y a une histoire aussi de l'attachement émotionnel aux statues. J'évoquais tout à l'heure la statuomanie républicaine de la fin du 19e et du début du 20e, où des foules se pressaient pour les inaugurations, où des cartes postales étaient éditées, où des souscriptions extrêmement massives. Donc il y a un rapport à la fois visuel mais aussi social et politique aux statues qui a une histoire. Donc on n'a pas tout le temps regardé avec indifférence ces statues. Alors il y avait monsieur, puis ensuite là-bas. Oui.
Alors Maurice a un petit peu parlé des statues de Saddam Hussein, mais... Non, de Bachar el-Assad. Ah oui, les portraits. qui est un peu trop au nord. Mais d'abord, moi ce qui m'intéresse comme historien, c'est que ces dictatures se placent dans la continuité de l'Antiquité, d'une certaine manière, où effectivement on a beaucoup placé de statues, notamment à Rome, mais aussi dans les cités démocratiques comme Athènes, on a placé beaucoup de statues d'hommes politiques, mais aussi de poètes et d'autres. Donc la tradition s'est perpétuée. Je vous signale à ce propos que dans un livre qui a maintenant quelques années, mais pas très vieux, de Vincent Azoulay, sur les tyrannicides d'Athènes, il montre très bien comment le couple des assassins du tyran d'Athènes, Hipparque, en 514, la statue, enfin les deux statues réunies, il suit leur filiation à travers l'histoire, et la dernière représentation qu'il en trouve, c'est le pavillon de l'Union soviétique à l'exposition universelle de 1939. C'est une chose extrêmement intéressante. Donc là, il y a une tradition. Je pense que, je disais tout à l'heure qu'il ne faut pas sacraliser les statues. Je pense que dans les dictatures, la statue est sacrée. C'est aussi une manière de sacraliser le pouvoir, de lui donner la force, en quelque sorte, d'une image qui est partout. Je disais tout à l'heure comment, mais c'est pas, j'ai donné cet exemple parce que c'est un exemple que je connais bien, c'était la même chose. Laurent Schwartz avait fait le même constat en allant au Vietnam dans les années 50-60. C'est l'envahissement total. On peut dire la submersion du pays sous les images du pouvoir. Elles sont partout. C'est tous les kilomètres sur l'autoroute. Vous avez un panneau, et alors ça varie. C'est-à-dire que vous allez avoir une fois le président en aviateur, une fois en marin, une fois en homme d'affaires, une autre fois en je ne sais quoi encore, une autre fois c'est la Sainte Trinité, ce que j'appelais moi la Sainte Trinité, c'est-à-dire le père et les deux fils, celui qui s'est tué en voiture et celui qui gouverne encore, etc. Et donc vous avez une submersion qui vise à imposer que le pays est leur propriété. Et ça se voit, ça se traduit dans le vocabulaire. Car aujourd'hui, dans le discours officiel, on ne parle pas de la Syrie, on parle de la Syrie Assad. La Syrie Assad, c'est-à-dire la Syrie qui est notre propriété. Donc je pense qu'il y a là un aspect quasi religieux, effectivement, de la part des tyrans. Alors, dans le cas de Staline, les explications, mais on a quand même dit souvent à quel point l'État soviétique et le communisme stalinien est d'une certaine manière aussi une forme de religion. Il n'y a qu'un ancien séminariste qui pouvait inventer un truc pareil, honnêtement. Les statues de Staline, par exemple, c'est une question un peu bête, elles ont été conservées, hein. Il y a des endroits où, parce que justement, est-ce qu'il y a la fonction musée joue sur ce patrimoine devenu complètement désuet et, je dirais, négatif? Est-ce qu'on peut imaginer cela aussi? Vous avez des exemples de... Il faut sauter. D'accord, voilà, c'est ça, des stockages de vieilleries. C'est même des parcs aux statues qui ont justement un sens un peu ambigu. Pour certains, ça peut être un lieu de pèlerinage, pour d'autres, de simple attraction touristique, pour d'autres, un lieu de détestation. Mais un des moyens qui a été en effet trouvé, je pense à Budapest, à Moscou aussi, je crois, ça a été en effet de patrimonialiser de manière très ambiguë ces parcs à statues. Alors il y avait une question, peut-être la dernière, puisqu'il est 56.
réponse. Non, je suis absolument d'accord, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une discontinuité dans le regard, qui est d'ailleurs valable pour à peu près tous les phénomènes mémoriels. Si on réactive une mémoire, elle devient affective, partagée, etc., etc. Alors là, c'est le conflit qui ressuscite l'image qu'on ne voyait plus, mais je suis absolument d'accord sur le constat. Bien, merci à Anne Lafont, Emmanuel Furex et Maurice Sartre pour ce très beau débat. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai un autre débat à 2 Il faut rejoindre les autres pour savoir de quoi ils veulent parler. Au revoir, j'étais ravi.